Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. De retour pour présenter un haul et c'est vrai que ça fait un petit peu de temps qu'il n'y a pas eu de haul, tout simplement parce que c'était très très chaud en termes de planning de mon côté. Donc forcément, difficile de vous montrer tout cela de manière correcte. Donc les choses se sont accumulées parce que par contre les passages en librairie, eh bien eux, ils ont bien été là. Mon porte-monnaie s'en souvient. Bon, allez, on commence avec la suite de Ranking of Kings. Le volume 9 a été vraiment très très cool parce que même si bien évidemment le parallèle avec l'animé se fait toujours, je trouve qu'on a réussi à avoir une version un petit peu compressée et moins larmoyante quelque part que n'a pu être l'animé de ce passage-là et qui faisait un peu tâche, je trouve, dans la proposition. Donc là, j'espère que le volume 10 va conserver cette très bonne dynamique. Côté Frieren, eh bien on continue et j'ai envie de dire, est-ce que ça sera toujours le même schéma avec les petites histoires sympathiques au départ et puis après un fil rouge qui dure au moins sur quelques chapitres et qui est plutôt sympathique. J'ai envie de dire, il y aura peut-être rupture parce que on a eu ça sur le volume précédent et celui encore d'avant et celui encore d'avant. Non, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai qu'un petit changement de structure narrative ne ferait pas de mal à Frieren. Ah, le retour enfin de Cesare de Fumisario, c'est vraiment, je suis très très heureux tout simplement de récupérer enfin l'ultime volume de cette saga sur la famille Borgia et surtout Cesare. Moi, c'est un titre vraiment qui est enchanteur à la fois visuellement parce que Sorio est à son meilleur et en même temps historiquement c'est extrêmement riche et en plus Kion, alors certes utilise son petit logo habituel mais a eu la prévenance d'utiliser leur ancien logo pour avoir finalement une homogénéité au niveau de la collection. Je trouve que c'est un geste qu'il faut saluer parce que c'est pas toujours le cas. Crunchyroll, si tu m'écoutes. Voilà, voilà. On continue avec New Normal, cette romance qui là aussi conserve toujours un schéma narratif un petit peu identique, c'est-à-dire quelque chose de relativement léger en général sur sa première partie et un background un petit peu plus profond et un petit peu plus chargé sur sa seconde moitié. Pour l'instant, c'est intéressant, mais est-ce qu'à un moment donné, quand les révélations vont véritablement se faire jour, est-ce que le soufflet ne retombera pas? Là est toute la question. En tout cas, New Normal, déjà graphiquement, c'est plutôt chouette. Et puis, cet étrange mélange, moi, me va bien à mon goût pour l'instant. Toujours côté Kana, Atom de Beginning. Bon, bah voilà, 17e tome, on va pas s'épancher plus que ça. Le précédent volume était vraiment très axé baston, mais de la baston qui restait systématiquement très lisible. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc maintenant qu'on a eu la baston, eh ben, on veut la réflexion. Et vu ce qui s'enclenchait sur la fin du volume 16, je pense que là, on va partir sur des réflexions assez élevées en termes de rapport à l'humanité. Hâte de lire ce volume. Un petit tome 1, Today's Burger, dans la collection Gourmet du côté de chez Soleil. C'est un titre où, dans un premier temps, bon, j'étais pas forcément ultra hypé, mais j'ai vu quand même pas mal de retours assez positifs sur ce titre, d'autant plus que, très sincèrement, j'ai un peu la bave aux lèvres quand on voit la couverture, quand on voit un burger aussi parfait. Bon, après, il est tellement parfait, c'est un peu comme les pubs McDo. Est-ce que, au final, lorsqu'on va soulever le couvercle, on n'aura pas le plaisir de voir les cornichons d'un côté et le steak de l'autre? Mais enfin bon, ça c'est c'est un débat culinaire qu'on n'aura pas tout à fait. En tout cas, ce premier volume qui se présente un petit peu façon cantine de minuit version burger, puisqu'on va se retrouver avec un ex-employé de l'agroalimentaire qui monte son restaurant de burgers suite à vraiment une multi-connaissance de la chose et qui va adapter finalement ses propositions à chacun de ses clients et chacun va raconter un petit peu de sa petite histoire et comme ça, lui pourra faire le burger ultime pour cette personne-là. Bien évidemment, son passé va aussi le rattraper et va peut-être lui mettre des bâtons dans les roues. J'ai envie de voir si effectivement pour l'instant on va rester sur des petites histoires mais qu'après on aura peut-être un fil rouge plus riche parce que effectivement sinon il y aura un côté forcément répétitif, mais bon en tout cas déjà pour les papilles ça sera déjà très agréable et ça donnera surtout des idées pour faire des burgers à la maison et ça c'est toujours intéressant. Du côté de chez Noévé, Skippen Loafer, c'est vrai que le premier volume il était plutôt cool quand même. Les drôles d'aventures de cette jeune lycéenne persuadée d'avoir un avenir tout tracé mais qui finalement a tendance à sérieusement dévier parce qu'elle est quand même sérieusement gaffeuse. En tout cas très attachante et toute la galerie de personnages qu'il y avait autour était plutôt cool. Donc on va déjà voir ce volume 2. Est-ce qu'on continuera par la suite? Bien évidemment, il faudra étoffer
les connexions entre les personnages pour que ça devienne un indispensable. Côté Shiba, étant donné que j'ai été plutôt agréablement surpris par le premier volume, même si la structure narrative était quand même assez classique, moi j'ai vraiment été happé par les deux personnages féminins, tout simplement leur côté très opposé, la fraîcheur d'une, l'envie de perfection ultime de l'autre. Voilà. J'ai apprécié finalement cette espèce de duel qui pourrait à la fin finir en amitié on ne peut plus raisonnable. Enfin bon, en tout cas, voilà, je suis curieux de voir comment tout cela va évoluer. J'espère que finalement l'auteur réussira à nous trouver des bonnes petites trouvailles scénaristiques et de bons rebondissements pour allier tout ça. Sinon, par contre, ça risque de s'écrouler un petit peu comme un château de cartes. Toujours du côté de chez Shiba, avec une couverture qui est hot, hein. Franchement, bon, je sais que le titre a quand même un petit côté fanservice prononcé, il faut bien le dire. Le second volume a été vraiment une très très grosse surprise. Je m'attendais pas à une telle accélération et une telle variation dans le récit, et donc ça c'était plutôt très agréable. Bon, maintenant il faut pas non plus que ça tombe dans la facilité ni dans la vulgarité. Cette couverture, pour l'instant, elle me fait un peu peur. Mais bon, peut-être qu'on aura une bonne surprise au final à la lecture. Du côté de Genesis, eh bien j'ai récupéré le volume 10, mais j'ai toujours pas lu le volume 9, tout simplement parce que le cliffhanger du volume 8 me fait toujours aussi peur, parce que effectivement l'orientation qui a été prise par le titre avec ce cliffhanger me laisse à penser qu'on va tomber dans une certaine facilité narrative que Fujimori quand même aurait pu s'en faire l'économie. Je sais bien que les casques à pointe, ça a facilement la capacité à générer du noir, du blanc, mais bon, ce qui est intéressant quand même, c'est d'avoir le gris et un petit peu de nuance. Donc je pense que je vais m'enfiler le 9 et le 10 assez rapidement pour savoir si ce choix de l'auteur n'est pas catastrophique ou finalement une bonne surprise. Toujours du côté de chez Vega, j'ai rattrapé un petit peu le retard de Team Phoenix parce que bizarrement, j'étais passé à côté des deux volumes. Je n'avais pas vu à la librairie tout simplement qu'ils étaient sortis. C'est un petit peu dommage parce que franchement, c'est un titre qui vaut plutôt le coup d'œil avec son mélange de toutes les grandes licences de Osamu Tezuka. Ça aurait pu ressembler à absolument n'importe quoi et pour l'instant, c'était plutôt cohérent, en tout cas à la fin du deuxième volume. Donc là aussi, peut-être un enchaînement du volume 3 et du volume 4 pour faire voir si la cohérence est toujours de mise dans cette série qui normalement ne sera pas trop longue. On continue avec la petite faiseuse de livres. Ah là 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 là, quel bonheur systématiquement de retrouver ma bibliothécaire préférée. J'adore cette série, vraiment, j'adore tous les personnages qui sont croqués, le propos sensible, intelligent, vraiment très sensé. À la fois sur l'amour des livres, mais en même temps le rapport à sa construction, le rapport finalement à la connaissance de manière générale. Enfin bon, vraiment, moi, la petite faiseuse de livres, je ne fais que vous conseiller, et sans véritablement faire de mystère, il sera très certainement présent dans le live qu'on va consacrer au shonen sous-côté. Côté Lézard Noir, le retour du Roi des Limbes, le premier volume était plutôt cool, avec vraiment de très très bonnes idées, hein. Effectivement, cette histoire de maladie du sommeil et de personnes qui sont obligées de rentrer dans la tête des autres pour essayer de les garder éveillés, avec un duo de personnages plutôt mal assortis, mais au final c'est quelque part les meilleurs duos. J'espère tout simplement qu'il va y avoir une accélération avec ce second volume pour que le récit n'ait pas tendance à dormir sur ses beaux lauriers, mais bon, j'ai toute confiance. Encore une nouveauté, encore que c'est pas tout à fait une nouveauté puisque finalement ce n'est que la seconde saison de Tokyo Tarareba Girls. C'était hors de question de passer à côté de cette nouvelle proposition de Akiko Higashimura avec cette fois-ci une forme de mise à jour puisqu'on va se retrouver avec une jeune femme de 30 ans qui n'a absolument aucun objectif dans la vie, qui n'a pas de petite amie, qui n'a pas, enfin qui a à peu près pas grand-chose si ce n'est se concentrer pour l'instant sur son petit nombril si l'on peut dire, sauf qu'à un moment donné quand même une forme de prise de conscience qui sait va la pousser à finalement se trouver un objectif, mais c'est pas si facile que ça. Passer derrière le formidable trio du premier cycle va pas être chose aisée, mais là encore franchement toujours confiance envers Akiko Higashimura pour nous trouver de bonnes idées et finalement être davantage en connexion avec son époque, parce que là vraiment on est dans l'hyper actuel sur cette deuxième saison. Autre conclusion, et là voilà, le volume 7 de cette perfecte édition de
de Evangelion va me permettre de pouvoir replonger dans cette immense licence qui est décriée par ailleurs pour bien des aspects en partie justifiés, mais qui quand même reste un classique. Il faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Vraiment en termes de SF, mecha, Evangelion, ça fait quand même partie du top 5, ou alors vraiment j'ai les yeux pleins de merde. Côté comics, bah vous pensiez bien franchement, est-ce que c'est une surprise que je récupère le dernier Jeff Lemire sorti du côté de chez Futuro? Je pense que ceux qui seront des habitués des lives savent très bien l'amour que je porte pour Jeff Lemire, surtout que là il revient tout seul comme un grand aussi à la fois pour le dessin, et je dois avouer que au fur et à mesure du temps son trait incertain gagne en charme. En tout cas moi j'adore la manière dont il peint finalement cette Amérique profonde qu'on va retrouver là encore dans ce récit où un meurtre a été commis, un fugitif semble s'être échappé d'un drôle de centre, et alors qu'une chasse, une traque finalement est menée, eh bien nous allons avoir une jeune fille qui va se retrouver face à ce drôle de fugitif qui, semble-t-il, a des drôles de zèle, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une première partie, puisque apparemment ça sera prévu en 2 volumes, ça je peux vous l'assurer, et ça sera dévoré à très haute vitesse. Autre titre qui a retenu mon attention, eh bien c'est Alva dans la nuit, avec sa couverture extrêmement mystérieuse et qui me fait penser à un côté mignolage. Forcément j'ai eu envie de me pencher sur la question, et quand on ouvre les pages de ce bouquin, eh bien là encore on sent l'influence comics de la part de ces 2 auteurs nordiques d'origine. On se retrouve avec la fameuse Alva du titre, qui est une orpheline mais qui a de sacrées capacités en grimpe. Elle a dû faire du parcours avec les Yamasaki, enfin je ne sais pas. En tout cas, cette jeune fille, forcément, du fait de ses capacités, eh bien, se retrouve embringuée dans des histoires de cambriolage, et sauf qu'à un moment donné, elle va cambrioler la mauvaise personne, et surtout libérer une drôle de sorcière qui va pas faire dans la dentelle, semble-t-il. En tout cas, voilà, rien que pour le trait, déjà, je suis quasiment séduit par l'œuvre. Maintenant, si le scénario suit, ça pourrait très bien devenir un sacré coup de cœur pour cette année 2023. Du côté de Sarbacane, là, je me suis penché sur la question des évaporés. Cette adaptation d'un roman s'intéressait finalement à ce drôle de phénomène qui existe au Japon, des personnes qui d'un seul coup disparaissent, quittent leur travail, leur famille pour finalement s'évaporer dans la nature. Ces personnes ne sont ni recherchées par la police qui a bien trop à faire par ailleurs, et d'un autre côté par la famille qui en cherche à éviter finalement le déshonneur. Sauf que là on va se retrouver avec une jeune fille qui revient de Paris où elle s'était installée pour rechercher son père qui est devenu lui aussi un évaporé alors que c'était un employé modèle. J'imagine un récit social potentiellement poignant et forcément intéressant sur la société japonaise. Là, j'espère là aussi une très bonne surprise. J'ai envie de terminer avec les 2 côte à côte, puisque finalement la thématique est quand même à peu près la même, et en tout cas avec des femmes dont on ne peut avoir que du respect pour elles, puisque nous avons d'un côté Madeleine Riffaut avec Madeleine Résistante, et Ginette Kolinka avec Adieu Birkenau. Alors ce sont 2 propositions différentes sur une même thématique qui est quand même la Seconde Guerre mondiale. L'une davantage portée sur un récit de vie avec Madeleine Résistante, et dont le premier volume était juste exceptionnel, surtout avec un Berthaï qui était vraiment au sommet de sa forme, avec toujours Morvan à la baguette. Et d'ailleurs c'est aussi le cas avec Adieu Birkenau, puisque là on va se retrouver avec Ginette Kolinka qui pendant longtemps a tué ses souvenirs de sa déportation du côté de Auschwitz, mais finalement on va la retrouver lors de son ultime visite dans ce camp de la mort tristement célèbre. 2 œuvres forcément poignantes et d'une force absolue. Dans les temps incertains que nous vivons actuellement, je pense sont des œuvres totalement nécessaires. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, pour ce haul assez gargantuesque. Et bien on se retrouve très vite pour le live concernant les shonen, et sinon je vous dis à bientôt. Ciao.